Salut à tous et bienvenue sur le podcast The Morphisme. Aujourd'hui, on reçoit Myriam et on va parler donc de brief, de freelance et de choses comme ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus et aussi, par la même occasion, te présenter? Hello, hello. Alors moi, c'est Myriam. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Mimi Plus Graphique sur Instagram. Et moi, je suis freelance depuis 1 an sur tout ce qui est DA, branding, social media, édition, tout ce qui est graphique. En tout cas, voilà, c'est ce que j'aime faire et ce que je fais maintenant. Depuis 1 an en freelance, mais depuis beaucoup plus longtemps parce que j'ai fait mes études, j'ai fait 5 ans d'études en graphisme, DA, direction artistique. Et après, j'ai travaillé un petit peu en CD, mais on en parlera après. Ok. Et du coup, pourquoi tu t'es lancée en freelance? Un peu ton parcours ou des choses comme ça à partager? Pourquoi le freelance? Alors, faut qu'on revienne à la base. Du coup, c'est après mes études, j'ai fait mon alternance pour mon master et c'était pendant le Covid. Du coup, j'ai pas dit non à un CDI justement où c'était des périodes assez compliquées, je pense, pour tout le monde en tant qu'étudiant, en tant que professionnel et surtout en tant que graphiste. Et ce CDI là m'a bien sauvée pendant 3 ans, enfin sauvée. En tout cas, m'a bien fait évoluer pendant 3 ans. J'ai adoré, je faisais de la com interne, externe, événementiel, dans un grand groupe à Nantes qui s'appelle Groupe The Links, qui possède une agence de com, un centre de relations clients, un- une boîte de marketing aussi, et encore plein d'autres trucs. Et moi, je gérais toutes les marques, sauf du coup l'agence The Links, qui, elle, s'occupe elle-même comme si c'était une agence de com. Et pour toutes les autres marques, c'était assez corpo forcément, mais ça m'a beaucoup fait mûrir sur pas mal de choses. Mais suite à ça, 3 ans, ça paraît court, mais ça peut être long où on fait toujours la même chose, souvent la même chose, où c'est toujours les vœux à la même année, fois 4, parce qu'il y a toutes les marques à gérer. Les communications très corpo, c'est normal, c'est des agences où il faut ramener de l'argent, donc c'est très corpo. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, ça commence un peu à manquer de créativité, tout ça. Et je me suis lancée sur Insta à faire des briefs, voir des communautés, parler à des gens, des designers, écouter des podcasts, un peu comme ça aussi. Et pendant 1 an, je me suis challengée. Et 1 an après, je me suis lancée en freelance. Et maintenant, ça fait encore 1 an que je suis freelance. Et on va pouvoir en parler parce qu'il y a plein de trucs à dire en 1 an. Il se passe trop de choses et ça passe très vite. On va pouvoir fêter la petite bougie. C'est trop cool. Et du coup, parlons un peu justement du freelance et le lien avec les réseaux sociaux, si tu es d'accord. Et Oui. justement, quelles sont un peu toutes ces étapes en freelance dont tu souhaiterais nous parler, de justement de la création, voire la prise de décision du lancement, toutes ces étapes pendant et jusqu'à aujourd'hui, et puis le lien avec les réseaux brièvement, puis on viendra un petit peu avec des questions plus précises si on en a durant cette discussion, si tu veux bien. Oui, ouais, bien sûr, je suis là pour ça. Et c'est vrai que le freelance, je pense qu'en tant qu'étudiant en master DA, on a tous eu notre statut en fait pendant qu'on était en études parce qu'il y a toujours eu des petits boulots à droite à gauche. L'école qui nous donnait aussi des mini-contrats parce que voilà, on faisait des briefs et qu'il fallait bien être rémunéré un peu, même si c'était rien, mais au moins on avait un statut. Donc j'avais déjà mon statut à l'école. Ok. Donc je l'avais monté et ce qui est bien, c'est que en fait tous mes autres copains on l'a fait ensemble. Donc forcément pour s'aider, quel statut, où est-ce qu'on s'inscrit, comment on fait, l'URSSAF, machin. Et en fait on était tous ensemble, donc ça c'était cool parce que ces questions-là, on les apprend pas à l'école tout court. Ouais. C'est genre c'est vraiment soit tout seul, soit avec d'autres personnes qui le sont déjà. Donc ça, c'était bien parce que pour se lancer dans un monde où on connaît rien, parce que nos parents, forcément, ce statut-là, ils le connaissent pas du tout, donc ou encore très peu. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. On peut pas aller dans le bâtiment, donc clairement, il a rien à voir avec le milieu. Le digital, c'était déjà pas une masse à faire pour lui le convaincre. Et statut, pardon, j'ai oublié. Ah Il y a oui, pas- pourquoi aussi les réseaux sociaux? Excuse-moi. Oui, les réseaux sociaux, c'est genre essentiel. C'est-à-dire qu'une fois que tu crées ton statut, c'est bien, mais maintenant, il faut des clients, il faut gagner de l'argent, il faut que tu en vives. Et toutes ces questions-là, en fait, faut que tu te les poses toi-même et que tu répondes rapidement parce que il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas ces trucs
assez sécurisant que tu peux avoir en contrat, en tout cas en CDI ou en CDD. Et le principal challenge, c'est de gagner en visibilité, puisque un freelance, soit c'est du bouche à oreille. Avant, ça marchait très bien comme ça, parce qu'il n'y en avait pas autant. Et quand moi, je vois dans ma classe, on était déjà 20 à sortir tous les ans. Enfin, faut voir toutes les années sur toutes les écoles, sur, on va dire, la France. C'est énorme la masse de freelance qui veut se lancer. Donc, pour pas dévier à ça, mais se différencier, en tout cas, se faire un peu plus voir, je sais pas si ça se dit, mais et ben, il faut montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on est et comment on le fait. Et ça passe, moi en tout cas, pour moi, ça passe sur les réseaux sociaux. Je me suis lancée sur Insta et c'est ça qui a marché le plus. En fait, c'est sur ça que les gens ils me trouvent. Après, je me suis lancée sur Contrat pour avoir un site, entre guillemets, pas forcément un site à l'ancienne, mais un site où il y a plusieurs options dessus, où on peut utiliser en plusieurs formats. Mais les réseaux, c'était vraiment essentiel. Et souvent, on se dit par où on commence. C'est genre, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Personne nous dit comment faire, comment être freelance. C'est genre, il n'y a pas de formation vraiment à ça. Donc là, on apprend tout seul et on se renseigne, on s'inspire de personnes qui font la même, qui sont passées par là. Et moi, je suis passée par des gens qui m'ont inspirée aussi, et surtout par des briefs fictifs, en fait, fictifs, digital, pour pouvoir poster des choses et montrer mon travail sans que ce soit du vrai travail client, parce que c'est toujours hyper compliqué au début, c'est que tu te lances, tu n'as pas de client. Ah ouais. Donc, comment tu montres un travail un peu quali sans que ce soit des travaux d'école? Les travaux d'école, c'est les pires. J'ai fait jury, c'est toujours un peu la même chose. C'est très dans une bulle, c'est normal, il y a une note, il y a quelque chose comme ça. Enfin, c'est très bridé par l'école. Alors qu'un brief fictif que tu peux trouver sur Insta, il y a des gens très bien qui le font, je l'ai monté aussi moi-même avec une copine, bah, c'est là où tu t'éclates le plus. Bah, carrément. Et du coup, au niveau du contenu, etc., pour aller chercher des clients, tu passes uniquement par les canaux des réseaux. Est-ce que tu as une stratégie où tu postes assez naturellement comme ça? Alors, avant, j'avais une strat. Pendant les 1 an de CDI où je faisais que de l'Instagram, bah, je faisais un brief par semaine, c'est-à-dire 3 posts et un reel. Non, j'étais hyper motivée. Pendant 1 an, en fait, c'est pour ça que ça a beaucoup nourri mon Insta, qu'il a beaucoup grandi, c'est que je postais presque tous les jours pendant 1 an. Genre, Ah ouais. mais j'étais trop motivée, en fait. C'est là où ça me reboostait, c'est là où on se dit, bah, quand tu as un déclic, tu sens que ton corps il veut et que ta tête elle est à fond, quoi. Et c'était ça qui m'a aidée, en tout cas qui m'a lancée sur Insta. Et niveau client, non, il y a pas. Après, il n'y a pas que Insta. Insta, c'est une stratégie pour montrer son travail. C'est très bien, surtout que comparé à un site où là, il y a un projet, on va dire, complet, un use case, ça ne bouge pas. Insta, c'est vraiment un truc qui bouge tout le temps. Pour moi, c'est de l'explo. Des fois, je mets des trucs, pas perso, mais un peu tutoriel, parce que je sais que ça aide et que moi aussi, ça m'a aidé. Enfin, c'est toujours un cycle, en fait, hyper sain, en tout cas dans le monde du design Insta. C'est que tout le monde aide tout le monde et tout le monde inspire tout le monde. Donc ça, c'est trop, trop cool. Mais Insta, c'est pas forcément le seul point d'accroche, point d'entrée pour les Ouais. clients. C'est une vitrine, mais certains peuvent ne pas aimer ou ne pas avoir Insta, ça arrive, tu vois. Enfin, c'est nos générations, on est très réseau, mais ceux Pas qui ont trop, des grosses ouais. boîtes, des choses comme ça, bah, en fait, ils sont pas forcément sur des réseaux ou pas sur ces réseaux-là de design ou de choses comme ça. Donc, il faut multiplier aussi les plateformes. C'est le but, c'est surtout que quand tu as un post, on va dire un brand assez complet, tu peux recréer des posts facilement sur LinkedIn. Ça marche très bien parce que c'est le réseau pro par excellence français, hein, français ou autre, parce que ça marche très bien dans le monde aussi. Et LinkedIn, ça apporte pas mal de réseaux, forcément, parce que là, tu vois les vrais noms des gens, tu vois un peu plus leur CV, là où ils travaillent. Enfin, c'est un peu plus concret que Insta. Donc très important d'être dessus et de communiquer des choses un peu plus quali. Enfin moi ma strat c'est Insta, c'est de l'explo, je mets tout ce que je peux et ce que je veux. Et LinkedIn par contre c'est un peu plus pro, donc même moi je dois l'être. C'est-à-dire que mes posts doivent être plus concis. Enfin, j'ai pas envie de bastonner sur LinkedIn parce qu'en plus le feed il est différent, ta page elle est différente, donc c'est pas la même vue. C'est un peu comme un ancien Facebook, hein. C'est genre post par post et c'est pas, on peut pas trop pour moi bastonner parce que c'est pas le but, c'est pas, les gens ils en ont marre déjà, je pense, LinkedIn, de voir tout le temps des trucs. Enfin, et ça passe beaucoup sur LinkedIn, c'est genre beaucoup. Alors, je me Ouais, permets. je vois un truc restant. Ouais, la réunion Zoom, elle va se couper dans 10 minutes. Alors, est-ce qu'on peut cut là, du coup, et relancer un truc? Enfin, relancer, ça te dérange pas?
Comme ça fera pas de coupure dans la discussion parce que j'avais Ouais, pas. est-ce que tu veux que je finisse la discussion avant Euh, vite fait? ouais, vas-y, il reste 10 minutes, après je relance la vidéo. Ouais, t'inquiète. Pardon, Et vas-y. t'inquiète pas, parce que LinkedIn c'est bien, mais c'est très réseau pro. Et moi, vite, je, je sais que j'ai beaucoup de copains qui sont aussi sur Behance. Et là, j'essaye d'être dessus parce que c'est vraiment des use cases beaucoup plus complets, beaucoup plus. Là où tu mets de la vidéo, c'est vraiment plus libre. Mais ça amène aussi d'autres gens. Et justement, cette population sur Behance, c'est ceux qui connaissent déjà un peu le design, qui recherchent des gens précis, c'est des agences. Donc, chaque réseau social, a un peu sa cible aussi et faut pas se bloquer à une cible. Et je sais que Twitter aussi marche très bien pour certaines choses, parce que voilà, les cibles sont différentes. Il y a Dribble qui peut marcher, les Vimeo pour tout ce qui est motion. Il faut jamais se dire je vais que sur un seul truc parce que ça marche pas. Et il y a aussi le bouche-oreille finalement sur Nantes. Enfin, pour ma part, sur Nantes aussi, bah, j'ai envoyé un mail à toutes les agences parce que bah, voilà, ça fait toujours plaisir aussi d'avoir des retours, de les rencontrer, c'est toujours ça. Il y a toujours des nouveaux studios qui arrivent, donc c'est aussi juste de faire une prise de contact, de dire ah coucou, je suis là au cas où. Et on sait jamais le jour où ça tombera, où ils penseront à nous pour un sujet, bah, peut-être que voilà, ce sera à nous ou peut-être d'autres personnes, mais en tout cas, on est visible et il faut pas se bloquer à un seul truc parce que ça ne marchera jamais. Genre, personne ne fait que un seul réseau social, sinon, en tout cas pour en tant que freelance, tu perds en visibilité, tu perds ses chances d'être visible encore plus Bah ouais. pour d'autres gens. Du coup, au niveau des réseaux, est-ce que tu as des types de posts que tu pourrais recommander ou des choses comme ça? Est-ce que tu postes juste, par exemple, ton travail et les briefs? Enfin, juste, c'est pas le mot approprié, mais on s'est compris. Ou est-ce que tu vas plus loin avec, je sais pas, d'autres idées? Par rapport à Insta, la strat, c'est de poster pour moi tout ce que je veux, et que ce soit client ou brief. En tout cas, client, c'est compliqué parce qu'il y a toujours des choses de confidentialité qui arrivent, ils veulent pas forcément ou ça se prête pas forcément à mon compte. Mais pour Insta, ouais, les briefs, c'est le mieux parce que c'est là où tu te fais le plus plaisir ou surtout, bah, si t'es DA, montre que tu fais de la DA. Sinon, ça sert pas en tout cas. Mais c'est vrai que moi, j'ai mon Insta pro là où je mets de la DA. Après, j'ai des Insta perso où là, je peux me faire plaisir, où j'ai des trucs perso. Il faut savoir différencier les deux. Sinon, en fait, les gens se perdent. Une strat, c'est vraiment aussi comprendre que les gens, ils viennent pour toi. Ils cherchent pas une seule chose, mais en tout cas une thématique quand ils sont sur ton compte. Si c'est un compte pro perso, ils vont pas comprendre ou c'est trop mélangé et justement ils vont pas rester ou bah, ils vont partir et ça tu peux perdre en visibilité à cause de ça parce que c'est pas clair comme tout hein. Si un magasin de jouets d'un coup il fait aussi je sais pas l'électroménager et tu comprends pas trop pourquoi et même si tous les deux sont bien hein, mais il faut vraiment être assez précis en tout cas dans le canal et le tunnel qu'on veut montrer. Diversifié, mais pas non plus des trucs Non, trop. dans son secteur. Ouais. Carrément, dans son secteur, sinon. Après, il y a plusieurs branches dans le secteur, c'est ça qui est bien. En design, tu peux faire beaucoup de choses, hein. Donc, mais il faut juste rester quand même un peu dans le design. De temps en temps, tu peux t'autoriser, je pense, des choses, mais il faut que ça soit toujours lié à ce que tu fais et ce que tu veux montrer. Et toi, ce que tu préfères, du coup, on n'en a même pas trop parlé, je crois. Moi, je sais, mais tu proposes quoi, en fait? Pour, En termes, par exemple, du logo, du brand, du graphisme, de l'UI, qu'est-ce que toi, tu proposes? bah, tout ça. Ça dépend des projets. En fait, je pourrais tout faire parce que voilà, j'ai une formation au design où moi j'aime bien tout faire, il n'y a pas de problème. Je suis hyper curieuse, j'aime bien tester, expérimenter, apprendre de nouvelles choses. Il y a toujours des choses à apprendre, genre des nouveaux logiciels, des choses comme ça. Mais ce que je préfère, c'est pas que le brand, faut pas s'arrêter au logo. Pour moi, c'est genre tout le territoire de marque qu'il y a autour. C'est les palettes de couleurs, le graphisme, sur les réseaux sociaux. En fait, je fais un pack un peu branding, mais je mets, ok, il y a la charte de base, c'est couleurs, typo et logo. Mais il y a aussi comment ça marche sur les réseaux, comment ça s'applique aussi peut-être en présentation, puisque souvent c'est des marques qui ont besoin aussi de présenter des choses. Le site, c'est toujours aussi un support où il y aura du graphisme. Donc forcément, tout ce qui s'étire de cette brand, en fait, moi j'adore créer l'univers en fait, graphique de tout ça. Ce que ça m'éclate le plus, c'est de penser que mon design peut s'appliquer partout. Et c'est ça le challenge aussi.
C'est vrai que c'est vachement bien. Est-ce que tu fais un petit peu de démarchage hors, par exemple, aller, comme tu as dit, contacter les agences ou faire des posts? Est-ce que tu avais une démarche un peu comme ça, d'aller contacter et tout et de proposer tes services? Alors ouais, moi franchement, faut pas s'arrêter, ouais, je suis populaire, ça y est, j'attends que les gens viennent. Non, ça marche pas comme ça. Parce que c'est comme j'ai dit, il y a tellement de gens sur le marché, entre guillemets, il faut pas s'arrêter, à ce qu'on est. Il faut aller plus loin, il faut grandir, il faut aller chercher les gens. Il y a plein de contacts qui viennent, par rapport à mes réseaux, mais il y en a d'autres où, j'ai juste postulé. Enfin, c'est bête, mais il y a un truc qui me plaît, je postule. Je vais demander à des gros studios, genre s'ils ont besoin de quelqu'un ou juste dire: «Coucou, on peut se rencontrer». Il y a rien de mal à ça, à rencontrer du monde, juste pour, agrandir son réseau et forcément un jour, peut-être qu'ils retomberont sur ton nom et qu'ils diront: «Oh mais je l'ai déjà rencontrée, elle est sympa et pourquoi pas?» Tu vois? Et ça marche comme ça le réseau, c'est d'aller aussi sur des à Nantes, il y a le Web Today, c'est genre un event un peu digital où il y a des conférences, des ateliers, des choses comme ça et c'est surtout un peu le gratin de Nantes, digital où, tous les gens un peu dans ce milieu-là, plus il y a plein de gens entrepreneurs et tout, mais c'est là où il faut aller rencontrer des gens. C'est sur place aussi, c'est le réseau et le réseau, ça se fait par sa personne, mais aussi, bah, par des mails, des messages, des appels, c'est il faut être tout le temps en relation avec les gens, sinon, c'est bien si déjà tu as tes clients et que ça te va parce que ça te suffit le mois, mais le jour où ce client-là, il trouve quelqu'un d'autre de mieux ou parce que l'équipe a changé, parce que ça arrive aussi, c'est que tu travailles avec des gens, mais ces gens-là, peut-être qu'ils partent de la boîte et ça change en fait, et c'est comme ça aussi le cycle. Et ben là, il faut assurer ses arrières. Donc il faut être partout, partout en même temps, mais sans stresser. Il faut être aussi honnête sur ce métier-là. C'est la personnalité qui compte, que ce soit dans sa personnalité en tant que designer, mais en tant que personne. C'est que je pense que ça joue aussi. Ah oui, il y a un petit match ou pas qui se fait. Et pour le côté brief, on n'en a pas trop parlé. Mince, je me connais. Et du coup, tu as fait des briefs avant et après, tu as créé ta plateforme de brief, entre guillemets. Aussi, c'est ça? Ouais, tu veux, j'en parle. Oui, c'est ça. Oui, pardon. Alors oui, à la base, moi j'ai commencé avec des briefs, mais c'était beaucoup des briefs anglais. C'était ça, le truc. Après je parle bien anglais et ça me va parce que, bah, il faut aussi apprendre anglais pour, travailler aussi dans le monde entier, ça c'est important. En tant que designer, on peut travailler partout, on est digital nomade maintenant, donc forcément il faut s'ouvrir au monde et tous ces briefs-là étaient en anglais, donc c'est pas que ça m'embêtait, c'est que je sais que la population anglaise ou certaines personnes, en tout cas, ne font pas trop d'efforts ou se stoppent en fait au fait que ce soit en anglais et c'est trop bête parce que, bah, ça a tellement bien marché. Enfin, je me dis c'est un tips tellement important et c'est bête de s'arrêter à une langue en fait, parce que c'est la même chose, tu fais une traduction et tu l'as en français. Donc nous avec Solène, on a décidé, à la base je la connaissais pas du tout sur internet. Elle faisait aussi des briefs et je trouvais ça cool ce qu'elle faisait. Et on s'est dit, on parlait, et j'ai vu qu'elle était française, donc on a tchatché, et là c'est là où ça a bien matché. Et on s'est dit, bah pourquoi pas, on les fait en français, parce que c'est cool aussi cette communauté française. Bah, même les copains et tout, c'est bête, mais moi aussi dans ma classe, je leur ai dit, bah faites des briefs et tout, c'est cool. Mais comme c'était en anglais, ils le faisaient jamais ou ils prenaient pas le temps en fait de traduire, de machin. Et on s'est dit, bah on le fait en français et on voit ce que ça marche pour la communauté française. Et on a créé The RBB Challenge Du coup, c'est pour les marrant. petits Français. Pardon. Oh, t'inquiète pas. Et c'est surtout que c'est bien, c'est vrai que les Français c'est bien, mais il y a toujours eu, au début on a eu beaucoup de commentaires genre English please, tu vois, ou genre en fait il y avait aussi d'autres communautés, bah, ma communauté, parce que je parle beaucoup en anglais, qui me disait bah ce serait bien de le mettre en anglais aussi parce que tu parles que anglais et pourquoi c'est en français, tu vois. Et là on a juste fait un doublon où on mettait les briefs aussi en anglais pour que tout le monde soit content et que c'est pas qu'on puisse toucher tout le monde, c'est que tout le monde puisse en fait bah, faire ces briefs-là et avoir plaisir à les faire sans se prendre la tête à traduire ou choper le texte et tout, et tout, et tout. Ah, c'est trop bien. Oui, j'allais dire aussi, c'est marrant parce qu'on a un peu le même parcours. J'ai rejoint aussi une plateforme de brief et c'est trop cool de voir qu'il y a plusieurs justement plateformes de brief pour un peu tout le monde. C'est tout. C'est vachement cool. Et toi, publier du coup des briefs fictifs, t'apporte aussi un lien avec le freelance ou attire aussi des clients? Bah, les deux. Le lien freelance, c'est plus parce que personnellement, moi, ça me fait plaisir de, bah, en fait, de pas avoir de clients. C'est vraiment un luxe de faire des créas et surtout là, de pouvoir explorer des choses.
où souvent les clients, quand tu leur dis la typo c'est tant, ils sont là, bah non. Alors que pour les briefs fictifs, forcément, les licences, elles autorisent quand c'est du perso, elles veulent bien. Et moi, je les tag à chaque fois parce que j'en achète quand même pas mal. Et je les tag parce que je me dis, ça fait toujours de la pub, c'est toujours comme ça que ça marche. Et peut-être qu'un jour, je trouverai un client qui voudra bien payer une super typo et je serai trop contente. Mais c'est vrai que tu peux être très bridé avec des vrais clients parce que c'est normal, le budget peut déjà être conséquent. Donc, se dire pourquoi ils paieraient une typo alors que moi, je l'ai. Je fais, mais ça marche pas comme ça. C'est des licences, c'est des choses comme ça. Et c'est normal, ça rémunère les typographes, les designers aussi. Bah oui, la typo, c'est sympa aussi. Faudrait qu'on fasse un podcast sur la typographie aussi, tiens. Ça pourrait être cool. Franchement, ouais. Et j'ai une copine pour ça, je pourrais Ah qui ah! fait ses typos elle-même. Et bah, il faudra se dire ça en privé. Oui. Et du coup, au niveau de... Tiens, j'avais une question sur la première année. Est-ce que toi, tu as réussi administrativement à toutes ces choses-là? Par exemple, moi, l'acre, je sais que j'ai oublié de le faire. Et je me suis fait avoir, du coup. Est-ce que toi, tu y as pensé et tout, du coup, avec tes amis à ça? Ouais, du coup, on avait ça, parce qu'on on était étudiants, pas trop d'argent, tous les types, ceux qui pouvaient passer, ça passait. Donc on l'a fait, et à l'époque, c'était 3 ans, l'ACRE. Genre, c'était beaucoup mieux, c'était pendant 3 ans, t'étais pas exonéré, mais la première année, je crois que tu faisais que 5%, la deuxième 10, et après la troisième, c'était 20, et après, tu passais au tarif plein. Mais c'était ça à l'époque, donc on s'était dit, c'est cool, sauf que moi, les 3 années, elles ont été bouffées par l'école, et c'est bête, mais c'est le jeu, hein. Et maintenant, j'ai vu que ça avait un peu évolué. Enfin, un peu. C'est genre plus qu'un an et 50% de moins. Je sais plus ce que c'est, mais c'est moins avantageux, mais il faut quand même le faire. Et ça, il faut le savoir, en fait. C'est pour ça qu'il faut se renseigner. Il y a plein de choses. Et là, on est en train de monter avec une copine de la REF aussi, justement, l'école des Free, qui va répondre à tout ça et qui vont pouvoir aider aussi tous ces gens-là, parce que toutes ces questions, c'est bête, mais c'est perdu, en fait. Une fois que tu crées ton statut, tu peux plus, enfin, si tu fais pas l'acre, c'est mort. Donc, où tu as 3 mois, je crois, encore à demander l'acre, mais il y a plein de tips comme ça qui peuvent t'aider et surtout te faire gagner en confiance ou te rassurer. Et moi, je me suis entourée de, pas logiciel, mais c'est genre, je suis sur Abi, la plateforme Abi qui aide en compta. Et elle est trop cool pour moi parce que moi, j'avoue que les chiffres, c'est pas mon truc, j'ai détesté ça. Mais une fois que tu as capté le truc, ça rentre bien, tu vois, l'URSSAF, la TVA, après les impôts, le CFE, tout ça. Mais il faut les savoir, mais une fois que ça rentre, ça va. Il faut juste être entouré, se renseigner, bien se renseigner parce qu'il y a pas mal d'impôts qui arrivent sans au début qu'on te le dise. Hein. Il y a plein de trucs où, genre, le CFE, la première année ou l'année dernière, je le savais pas, ils m'ont juste appelé 2 jours avant la clôture, vous nous devez tant. J'ai pas de compte pro, impôt pro, faut créer un compte impôt pro aussi, faut déclarer dessus, et sauf que ça bug parce que tout le monde veut s'inscrire au même moment parce que c'est les derniers moments, donc c'est insupportable. Il y a plein de trucs qui peuvent engendrer du stress, alors que c'est pas grand chose si tu le sais avant en fait. Non, bah, ça va être un super projet, du coup, Oui, ouais, j'ai hâte. cette école-là. Ouais, c'est surtout, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a tous galéré, donc si on peut aider des gens, ce serait cool aussi. Là, tu vois ce que tu viens de parler, je sais même pas ce que c'est. C'est ma première aussi année et tu vois, je suis en train de découvrir un truc. Donc, Ouais, le CFE. tu peux m'aider. Ouais, ça, faut que tu crées un compte impôt pro, que tu déclares. Il va se faire tout seul parce qu'il va savoir. C'est des impôts en fait, encore en plus. Oui, des impôts. Ouais, c'est vrai que c'est dur. En tant que freelance, tu te dis toujours, ouais, elle gagne plein d'argent et tout, mais en fait, tu as tellement de charges à compter dedans, les impôts, les taxes, et surtout, faut pas tout dépenser parce qu'on n'a pas de retraite, on n'a pas d'arrêt maladie, d'assurance maladie, pas que ça, mais si jamais on tombe malade, voilà, on peut pas travailler, cet argent-là, on ne l'aura pas. Il y a plein de trucs où on se dit plein d'argent, mais pas plein de problèmes, je dirais, mais faut bien gérer ça, et c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde, parce que tu peux vite tout cramer et tout perdre parce que tu sais pas gérer en fait ton argent. Comme dans toute situation aussi, mais en tant que freelance, c'est encore plus dangereux parce que t'as pas de filet de sécurité pour le coup. Donc, du coup, toi, financièrement, tu arrives à t'en sortir après ces quelques années. La première année, du coup. Pardon. Première année à 100%, ouais, plutôt.
Mais ouais, ça va, parce que je me bouge, forcément, j'ai toujours un peu peur, donc je vais toujours contacter des gens, et peu importe, ça marche pas, au moins j'aurais essayé, et avec le monde entier, hein. Là, je travaille aussi avec des boîtes à Montréal, des choses comme ça, donc il faut pas s'arrêter à que la France, parce que la France, en ce moment, il y a une petite crise où Mhm. c'est compliqué, la com, c'est toujours le budget c'est le premier budget qui coupe, en tout cas dans des entreprises, alors que ça pourrait les sauver. C'est toujours ça le petit truc, mais c'est compliqué, enfin, pour y être, avoir vu en interne ce que c'était, ouais, ça peut être compliqué de gérer tout ça. Et du coup, tu as rejoint la REF récemment, c'est ça? Oui, alors la REF à la base, c'est pas une agence à proprement parler, c'est plutôt un collectif de freelance qui se veut aussi pro qu'une agence. Donc c'est bien. Ce qui est bien, c'est que je reste free et quand ils ont un projet qui peut me correspondre, parce qu'il y a plusieurs DA, donc on se partage aussi les projets. Et quand le projet me correspond, bah voilà, je leur dis ok, j'y vais, je boucle mes dates et surtout il y a un chef de projet. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'au moins t'as pas les intermédiaires clients à gérer. Bien sûr que tu perds un peu d'argent, mais franchement, pas avoir géré les retours clients, que ce soit concis, que ce soit rapide, franchement, c'est top. Et l'ambiance est cool, on s'entend bien. C'est vraiment dans une bonne vibe. Je suis très contente. C'est sympa ça, ça se déploie un peu plus ce genre de système, je trouve. Ouais, bah pour être en agence, tu vois, pour le coup, chez The Lynx, c'était une agence, une ancienne agence. C'est sur place, tout le monde c'est un local. Il y a, je sais pas, peut-être une équipe de 5 DA, peut-être moins, avec des graphistes, des chefs de projet. Donc je comprends que ce soit compliqué de gérer une agence, c'est-à-dire que c'est cher déjà, bah, tout ce qui est local, salaire, enfin voilà, tout ce qui est les frais d'entreprise. Donc il faut ramener de l'argent et donc c'est plus cher c'est normal sur la facture, sur le devis, à la fin c'est plus cher parce qu'il y a tous ces gens-là à payer. Mais en tant que freelance, c'est pour ça que là c'est plus cool, c'est que cet argent, même si, imaginons, c'est 10 000 € pour un branding en agence, ou peut-être 15 000, nous ce sera 10 000, mais ce sera 10 000 partagés pour nous directement et pas divisé en salaire, on va dire, dans une agence. C'est une autre stratégie et je pense que c'est la bonne, surtout en ce moment où tout le monde travaille de chez soi et c'est très bien. Enfin, tout le monde, tous ceux qui peuvent travailler de chez soi. Et ça fait des frais en moins. C'est vrai que depuis le Covid, je pense qu'on s'est habitué à être un peu chez nous, à bosser de chez nous. Et cette liberté-là, tout le monde en a un peu plus besoin. Où tu vois, je me lève, je vais me prendre un café, je vais faire, je sais pas, le ménage ou un truc comme ça. Et ça c'est cool. Et je pense que tout le monde s'est habitué à ça et on va de moins en moins, en tout cas dans les locaux. C'est Ça fait vrai. des frais du coup pour des agences qui coûtent cher finalement parce que s'il y a personne qui paye des gens, enfin, c'est toujours une réflexion où je pense que les agences vont devoir changer en tout cas leur mode de fonctionnement parce que ça coûte cher, même l'électricité, enfin on le voit là avec la crise, ça va coûter de plus en plus cher, l'hiver arrive, enfin c'est des questionnements et des évolutions qu'il faut et c'est pour ça que la REF a bien capté le truc et ça c'est cool. Et parlons pas des frais de déplacement. Ouais, c'est clair. Parfois. J'avais une question, mais elle m'a filé sous Ah merde, les mains. pardon. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais rajouter par rapport justement à tous les sujets qu'on a dit, qu'on n'aurait peut-être pas dit? J'ai peut-être oublié de parler de contrat par rapport aux Mhm. plateformes. Et contrat, en fait, ce que c'est à la base, c'est vraiment fait pour les freelances. C'est des freelances qui l'ont fait, hein. C'est un peu leur baseline. C'est c'est comme un portfolio où, au lieu d'avoir un site, parce que moi, j'avoue que je connais rien en hébergeur, en machin. Il y avait des templates Wix enfin, à l'époque, et genre, je me dis, ah, c'est chiant parce que faut tout le temps le mettre à jour. Et c'est des projets un peu trop concrets. Et surtout que tu fais que ça, c'est prise de contact et il n'y a rien d'autre. Enfin, c'est vraiment un site vitrine en tant que créa, ça peut te prendre de l'argent pour pas grand-chose alors que tu peux avoir ton Insta. Mais Contra m'a un peu convaincue parce que pour le coup, c'est vraiment un portfolio où tu peux mettre tes travaux aussi. Mais ce qui est trop bien, c'est que tu peux mettre le prix de tes services dessus. Tu as un service de messagerie, ça veut dire que si les gens ils aiment bien ton travail, ils sont OK avec ton prix, ils ont juste à appuyer sur un bouton et du coup, ils peuvent te contacter pour un projet et directement mettre un message avec une date et tout. Et c'est vraiment plus que juste un portfolio vitrine. Tu as un service de messagerie, donc ils peuvent chatter avec toi. Tu peux aussi faire des devis, des factures dessus. Et tu peux recevoir de l'argent. Donc en fait, c'est aussi un porte-monnaie. Enfin, le fait que ce soit multitâche, ça m'a vraiment convaincue. Et surtout que c'est pas si cher. C'est
c'est 12 $ le mois, au mois. Enfin, c'est rien pour tout ce que ça fait. Et en plus, il y a des offres d'emploi dessus. Bon, c'est en anglais, mais ça peut ouvrir des choses. Moi, j'ai déjà postulé. Là, j'ai un projet en cours dessus où j'ai juste postulé, j'ai mis mes travaux, voilà, toujours le petit message un peu sympa, qui fait que les gens ils peuvent voir directement ton travail, voir aussi qu'il y a tu peux ajouter des avis dessus, donc il y a aussi des avis de gens avec qui tu as déjà travaillé. Et ça rassure, tu as un tableau de bord où tu vois sur quel keyword les gens ils te cherchent ou quel service ils préfèrent. Enfin, il y a pas mal de choses où franchement le contrat est hyper complet et surtout qu'ils évoluent tout le temps. Il y a un Slack où ils disent qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, et ça évolue tout le temps et ça c'est trop cool. Ils amènent aussi l'IA dedans, c'est-à-dire que tu galères aussi un peu à écrire des bios, des machins, tu as juste à écrire un petit brief et du coup ça peut te le créer pour toi. Il y a pas mal de choses où ils sont assez malins, on va dire, où c'est clairement la plateforme de freelance qui peut aider. Et c'est très en anglais par contre, pour ceux qui sont pas très à l'aise. Il y a beaucoup de travaux en anglais, donc peut-être pas, mais après, ça peut motiver à apprendre de l'anglais parce que forcément, il y a il y a beaucoup d'opportunités dessus. Et, et surtout, moi, ça me fait une plateforme où je me dis, il y a pas mal de gens qui me contactent dessus parce qu'ils l'ont vu sur mon bento, où ils veulent pas écrire sur Insta un message en direct parce que ça fait DM, ça fait un peu peut-être trop perso. Ils se disent, bon, bah voilà, elle a un site, je peux lui envoyer directement un message du site. Ça fait un peu plus pro, ça fait peut-être une plateforme un peu plus posée, hors réseaux sociaux qui sont vraiment un peu ma tambouille perso. Et alors que le site, le contrat, c'est vraiment un truc plus pro où ils peuvent parler. En plus, je peux même ne pas accepter leur offre. C'est marrant, messager, c'est juste si j'aime pas le message, en fait, le next. Et si j'aime bien, en fait, je peux continuer la discussion et c'est très pro. Et je voulais dire un truc aussi sur Contrat, ce qui est bien, c'est que au moins tu t'embêtes pas. Il y a des templates déjà faits, donc pour le coup, on n'est pas trop maître de tout. Mais il y en a peut-être une quinzaine de templates. Et ce qui est bien, c'est que tu peux changer en 2 secondes. Du coup, tu as tes travaux qui sont déjà programmés. On va dire, voilà, tu as créé ton projet avec tous tes trucs en dessous. Et en 2 secondes, tu peux changer le template. C'est-à-dire que comme la donnée, elle est déjà là, ils ont juste à la remanier sur un autre template. Et en fait, tu n'as rien à changer à part des couleurs si tu veux changer, ou le logo, ou les typos. Et ça, c'est cool. C'est genre, du jour au lendemain, j'en ai marre de mon site, je le change en 2 secondes. Alors avant, ça peut être très compliqué de se dire, bon, je dois tout refaire, je dois penser à la DA et tout. Alors que là, forcément, c'est un peu plus limité pour le moment parce qu'ils améliorent les choses. Mais en 2 secondes, j'en ai marre, je change. Ou voilà, tu veux changer de tête ou de choses comme ça. Et en fait, ça prend vraiment 2 secondes de changer, de custom ton portfolio. Et c'est Je trop bien. connaissais C'est pas, pratique. ça a l'air vachement cool. Du coup, Et j'ai des codes partenaires si tu veux. pourquoi pas? Parce que je peux offrir en gros, avec mon code, mon lien, tu peux avoir le premier mois à 1 $ pour contrat pro. Si jamais, voilà, les gens veulent tester juste un mois à 1 $, c'est très bien pour tester la plateforme. Elle est gratuite de base, hein. T'es pas obligé de payer le pro, mais le pro t'aide à. T'as le dashboard, c'est-à-dire tout le tableau de bord, les données, t'as surtout aussi plus de templates, il y a tout ça aussi qui aide. Mais pour moi, franchement, 10 € par mois, c'est rien en charge en fait. C'est surtout que ça m'aide beaucoup en plateforme. Donc, j'hésiterais. Enfin, je sais pas, je le dis, hein, j'hésite pas. Je le partage en plus sur mes réseaux. Je dis, mais c'est une pépite ce truc-là. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés, allez sur ma page et cliquez sur mon lien. Hop, instant promotion. Oui. Mais ça s'écrit comment le nom de la plateforme? Parce que je suis pas sûre d'avoir trop bien compris. C'est contrat. Juste, ouais, contrat.com. Ok. Du coup, contra.com. Et voilà, c'est tout ça, tout ça. Ok. J'étais pas sûre du nom, mais au moins si quelqu'un veut aller voir, bah, au moins, il rebattre. Oui. Ah, bah c'est trop cool, je connaissais pas du tout. C'était les tips du jour et les rencontres parmi les discussions. Et bah, pour moi, c'est tout. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter ou autre pour finir un peu ce podcast. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. On peut toujours en parler encore plus sur plein d'autres Ouais, détails, pendant mais des heures, hein. c'est déjà bien. Si tu as d'autres questions plus précises, ou je pense que sinon c'est bon. En tout cas, pour moi, j'ai dit tout ce que je pouvais pour le moment. Arriver à saturation. Oui, non, c'est surtout les tips. En fait, à un moment, j'ai plus de tips. On valide. Bah, du coup, c'était vraiment un plaisir de t'avoir reçu. Et bah, j'espère que ça t'a plu aussi comme expérience. Et
Bah, voilà, on va clore le podcast là. Je sais pas si tu as quelque chose à dire, et puis sinon, on va se dire au revoir. Pas plus, mais genre juste enjoy ces podcasts parce que c'est très très cool et elle est très mignonne. Et bah merci, et sur ce, bah, n'hésitez pas à nous suivre et à très vite pour de nouveaux podcasts. Salut!